Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et tentons de nous mettre d'accord en ce lundi 9 décembre autour de Jean-Christophe Gallien. Bonjour. Politologue, conseiller en communication. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Votre chaîne de débat politique s'appelle Les Indécis. On la retrouve sur YouTube et on vous retrouve également en principe face à Éric Tegner, parce que c'est pas très régulier. Non, parce que là il était en déplacement pour un reportage pendant 2 semaines. Éric Tegner, il va revenir. La vérité en face chez Patrick Roger. Frédéric Dabi, il est là. Valérie. On est ravis de l'accueillir, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre livre Parlons-nous tous la même langue, que vous avez coécrit avec Brice Sokol, qui est paru aux éditions de l'Aube. Livre passionnant qui est très bien. Oui, très bien. Des petits chapitres très courts qui en fait s'intéressent à tout ce qui fait aux mots qui composent les points d'intérêt des Français, et vous notez l'écart qu'il peut y avoir entre la France rurale et les élites pour résumer. Oui, enfin, rural, la France profonde. La France profonde, entre toute la France et la classe politique nationale. Oui, voilà. Sophie de Menton, vous l'avez entendu, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Évidemment, on va parler de la chute de Bachar el-Assad avec, entre autres, les résistants de la dernière heure. Réouverture de Notre-Dame, évidemment, et puis la France toujours sans Premier ministre. Emmanuel Macron reprend ses consultations. Allez, on fait un petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres malgré cette actualité très très chargée. On va commencer avec vous, Alex Darmon. C'est une info qui a été donnée hier à propos de l'ex-garde des Sceaux que vous connaissez bien puisque vous avez réalisé un documentaire en immersion. Vous l'avez suivi pendant de nombreux mois. Et donc, ça concerne notre ancien garde des Sceaux. Que je connais, parce qu'effectivement, il a été garde des Sceaux pendant 4 ans et je l'ai suivi pendant 3 ans. Donc, autant vous dire que j'ai pas mal suivi son activité. Et c'est un film que d'ailleurs, je vous engage à retourner voir, qui s'appelait Le ministre qui ne devait pas l'être, qui a été diffusé sur France Télévisions en janvier dernier. Et hier, on apprend que Éric Dupond-Moretti va revenir dans le jeu médiatique, puisqu'il annonce qu'il fera alors, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un one-man show, un seul en scène, à partir du 1er février prochain au Théâtre Marigny, qui s'appelle J'ai dit oui. Et où il va raconter son expérience de ministre et pourquoi il a accepté de devenir garde des Sceaux, et aussi les coulisses du pouvoir, entre guillemets. Indécent. Bah non, mais moi je trouve pas. Moi je trouve ça. Ça m'étonne pas. Sophie, mais ça m'étonne pas, et je trouve ça. Je comprends. Mais moi je trouve ça intéressant, bien au contraire. Ah, mais c'est intéressant, c'est indécent. Bah non, ça peut pas être intéressant et indécent. Si. Alors, c'est intéressant dans l'indécence. Parfois, ce qui est indécent peut être intéressant. Mais oui, voilà, absolument. Moi je trouve ça, en tout cas, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que c'est un ministre qui n'est pas un ministre, qui n'a pas été un ministre comme les autres. Il a obtenu des résultats, il en parlera sans doute sur scène. Il a aussi été traité différemment des autres, notamment avec sa mise en examen par le parquet, par la Cour de justice de la République, effectivement. Et on sait que ça a pourri un peu son activité. En tout cas, c'est ce qu'il voulait faire et ils n'ont pas réussi, puisqu'il a réussi quand même à avoir des résultats. Et je trouve ça intéressant, cette pièce de théâtre, ce one-man show. C'est un homme de théâtre, c'est un homme de tribunaux, c'est un ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti. Et le fait qu'il monte sur scène pour raconter ses années à la tête du ministère de la Justice, moi ça m'intéresse, et je vais vous dire, pour connaître un petit peu l'homme, en plus, je pense qu'il va pas faire les choses à moitié, qu'il va vraiment essayer d'apporter un regard réel sur ce qui s'est passé, et voilà, je suis curieux et très impatient de le découvrir dès le 1er février. Alors, Alex, au Théâtre Marigny. Qu'est-ce qui est indécent? Quelqu'un dit, est-ce qu'on n'est pas en droit de savoir? Est-ce qu'il a... Je pense que l'exposition médiatique est dramatique pour nos hommes politiques qui ne vivent que de ça, que par ça, etc. Je pense que le ministre de la Justice, c'est quelque chose qui pour moi est très important, et il me semblait que la justice... C'est lui qui appelle. Il est furieux. Voilà. Il me semblait que la justice était aussi le secret. Je pense que les ministres... Enfin, le secret, c'est un endroit où est-ce qu'il faut révéler tout ce qui ne l'a pas été, je ne sais pas. Mais ça dépend. Il va pas... Et puis je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il raconte l'humain? Est-ce qu'il a le droit de raconter l'humain de ce qu'a été ce passage pour lui? Votre téléphone est allumé, Sophie. J'espère que c'est pas Éric Dupond-Moretti, parce qu'il y a la personne qui vous appelle est en train d'entendre tout ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais ça fait rien. C'est mon cher Loïc Le Floch-Prigent. Ah bon, bienvenue à Loïc Le Floch-Prigent au sein de cette... Vous en pensez quoi? Attends, je finis ma phrase. Allez, juste une seconde. Finissez, Sophie. Je finis. Non, je réponds pas. Je raccroche. Non, je voulais dire que je suis un peu choquée quand on est ministre, ils écrivent un bouquin dès qu'ils arrêtent, ils se montrent en spectacle. Je veux dire qu'il y a déjà... C'est la première fois que ça arrive, ça.
Oui, non, mais je suis un peu effondrée par cette mise en avant permanente. J'aime bien. Dupond-Moretti est un personnage assez étonnant qui voulait faire des matchs de foot dans les prisons, etc. Bon, c'est un personnage. C'est amusant. C'est vrai que, écoutez, il est toujours intéressant à écouter. Je trouve effondrant. Est-ce que les politiques pourraient faire leur boulot et arrêter dès qu'ils sont partis d'écrire un bouquin? Il est plus politique. Alors, Jean-Christophe, moi je trouve que il y a une forme. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, et chez Dupond-Moretti, comme beaucoup d'avocats au pénal, il y a une culture de la visibilité, de l'audience. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne partie de leur marché, quand même, se fait soit en enfer du marketing judiciaire en prison, et ils vont faire du commercial, c'est comme ça que ça marche, soit parce que effectivement ils savent prendre l'image, voilà, ils sont présents dans les médias. Et donc je pense que Dupond-Moretti, il a tout à fait cette capacité, il a ce talent, et là il innove, parce qu'effectivement Jean-Louis Debré il l'avait fait, mais bien après, évidemment, son passage en tant que ministre. Là, c'est très court. Ce qui peut être indécent, c'est cette espèce de rapidité. C'est-à-dire, en gros, passer du moment où on fait de l'activité politique, donc on est forcément très médiatique, à quelque chose qui devient spectaculaire parce que spectacle. Donc, je critique pas sur l'idée. Je pense que ça correspond parfaitement au personnage que je ne connais pas intimement comme vous le connaissez. Maintenant, s'il a fait, par exemple, un film de 3 ans sur sa personnalité et son mandat... C'est un film politique. Oui, c'est un film politique. Ça veut dire quand même il a une réflexion sur justement ce que c'est. Donc, voilà. Ça, c'est déjà, ça me paraît très cohérent dans l'ensemble. Maintenant, on sent bien chez lui l'idée de maintenir, si vous voulez. C'est très pénaliste chez les avocats. Comme ça, on a cette idée de maintenir une audience, maintenir cette flamme, si vous voulez, de la visibilité et ne pas retomber dans quelque chose qui devient, si vous voulez, l'anonymat après derrière. Je crois que ça, c'est important. Je vais faire un petit pas de côté. Oui, c'est vrai que ça fait partie des exercices obligés, des passages imposés que des ministres, on se souvient des mémoires d'Olivier Véran, etc., racontent leur expérience. J'ai envie de dire, si ça n'intéresse pas les gens, ils n'ont qu'à ne pas aller au théâtre à partir du 1er février. Moi, ce que je trouve très très intéressant, là je remets ma casquette de sondeur, quand je pense au baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, ça a été un ministre populaire. Et il y a une sorte de dichotomie entre un ministre populaire qui a bien incarné son ministère, en plus il a eu la durée, il est resté 4 ans, et une dégradation de l'image de la justice. Et la dégradation de la justice pendant qu'il était là. Je vais essayer de finir ma phrase. Une dégradation de l'image de la justice que j'ai rarement entrevue à un niveau si fort, surtout que maintenant il y a un lien très fort chez les Français entre l'insécurité, les causes de l'insécurité ou les solutions. Ce n'est plus un plus de policiers, plus de gendarmes, mais une question d'insuffisante réponse pénale, alors que, regardons la réalité des choses, et je pense sous votre contrôle, le budget de la justice n'a jamais 8%. Autant augmenté pendant la période. Ça serait si quand il y avait du fric, ça marchait mieux. Et il y a eu des choses qui étaient faites au niveau des greffiers, au niveau de l'attente pour voir son affaire traitée. Objectivement, il y a eu une amélioration, mais le ressenti des Français, pour l'instant, ça peut bouger, n'a pas suivi. Juste une chose, Valérie, c'est qu'il avait dit qu'il avait... Moi, il m'avait fait cette confession au début du tournage. Il m'avait dit, j'ai eu plusieurs vies avant, j'en aurai d'autres après. Il faut savoir qu'Éric Dupond-Moretti, le jour où il est nommé garde des Sceaux, il est programmé au théâtre dans plusieurs villes de France et tout est annulé. Parce qu'il est, mais qu'est-ce qu'il devait heureusement qu'il a annulé. Et tout était annulé et l'excuse sur les sites de réservation, c'était Éric Dupond-Moretti vient d'être nommé ministre de la Justice, les dates sont annulées. Donc c'est pas une nouvelle idée pour lui. C'est un autre spectacle. Il devait faire quoi comme spectacle? Il jouait son spectacle, vous savez, c'est sa vie d'avocat où il racontait sa vie d'avocat qui avait été complet à Paris. Donc c'est un comédien et c'est quelqu'un qui a, je trouve, plusieurs vies et il le montre encore. Mais ça me choque quand même. Moi, je suis très très pressé de le découvrir. Il est mis en scène par Philippe Lelouch, en plus, que je connais aussi par la même occasion. Et je suis très pressé de le découvrir. On verra. Et c'est bientôt Noël, donc le grand sapin Sud Radio est là pour vous offrir au pied du sapin. Il y a de très nombreux cadeaux. Vous gagnerez peut-être votre montre intelligente Smartwatch offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Votre carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la maison française numéro 1 de boîtes à bijoux et de boîtes à montres, ou encore plein d'autres cadeaux. Vendredi, il y a un séjour à Port Aventura en Espagne qui a été gagné pour 4 personnes. Donc vous pouvez nous appeler 0826 300 300 0826 300 300 et nous prendrons le combienième, Sophie appelle? Bon, alors j'hésite parce que 3 c'est mon chiffre porte-bonheur. Le 2. Allez. Ah non, pas le 2, le 7. On est le 9. Frédéric, tranchez. Le 9, c'est pas mal. Oui, j'étais sur le 7 aussi. Alors, le 7. Nous prendrons donc le 7e appel. Bonne chance à tous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes
sommes ensemble avec vous jusqu'à midi dans le studio de Sud Radio et nous avons notre gagnante. Notre gagnante, c'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Non, c'est pas vrai. Bah si. C'est une blague. Mais pas du tout. Vous avez gagné. Vous avez gagné. C'est une blague. Mais non, pas du tout. Je le crois pas. Eh ben si. Vous êtes à l'antenne de Sud Radio en direct en ce moment même. Mais oui. Est-ce qu'il faut que j'éteigne la radio? Non. Ça va. Vous pouvez l'éteindre. Bon, est-ce que vous avez commencé à préparer Noël, Michel? Ah bah je suis toute seule. Alors vous savez. Bon, alors c'est justement l'occasion. J'ai quand même fait mon sapin. Ah bah oui, il faut faire le sapin. Alors, oui, quand même. On va découvrir tout de suite votre cadeau. Non, c'est pas vrai, je crois pas. C'est une carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la Française. C'est une marque de bracelets mixte qui est 100% française. C'est confectionné main, c'est garanti à vie. Vous pouvez les ajuster, les personnaliser. Il y a plus de 1000 magasins en France et surtout, il y a un site, vous pouvez aller voir si vous avez internet, leventalafrançaise.com. Voilà. Vous êtes contente? Mais je ne crois pas, hein, je vous jure. C'est bien la première fois que je vous donne pas mon âge parce que bon, c'est bon. Allez, dites-nous quel âge vous avez. Bisous alors, merci. Quel âge vous avez, Michel? Ah, je vous le dis pas, ça va me déprimer. En tout cas, vous avez une voix très jeune et vous méritez d'avoir... Oui, mais je suis restée jeune. Eh ben, très bien. Je peux vous avouer vite fait quelque chose? Oui. Je vous ai lâché, bon, c'est vrai que le week-end, j'aime pas quand il parle auto, j'aime pas. Bon, ok. Et j'étais passée sur France Bleu. Oui. Eh ben, il faut revenir sur Sud Radio. Non, mais je suis revenue, ça y est, c'est bon. Je suis restée 2 jours sur France Bleu. Ah bah j'espère que vous revenez sur Sud Radio. Et ben voilà, vous avez gagné, Michel, donc ces bracelets et vous êtes récompensé de votre fidélité. Et nous, on va continuer nos débats. Merci Michel et passez de bonnes fêtes. Alors, autour de la table, je vous redonne les participants du jour. Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne de débat Les Indécis sur YouTube. Et puis le vendredi, face à Éric Tegner, dans l'émission La Vérité en face de Patrick Roger. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, co-auteur avec Brice Sokol de Parlons-nous la même langue aux éditions de l'Aube. Et Sophie de Menton, François de Menton, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Évidemment, la chute de Bachar el-Assad, la réouverture de Notre-Dame. Et on va rapidement continuer notre tour de table sur ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Sophie, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. J'ai découvert dans les Échos ce matin quelque chose de stupéfiant. C'est que la Poste, en fait, le fait de délivrer le courrier était vraiment une charge. C'était un peu pénible pour eux, ça prenait trop de temps. Et ils viennent de décider qu'une lettre non urgente, qu'est-ce que c'est qu'une lettre non urgente? Et c'est la Poste qui décide. Ah bon? Moi, je trouve qu'une lettre d'amour, par exemple, c'est d'une urgence absolue. Vous mettez un timbre, plus cher. Ah, pour une lettre d'amour? Un timbre, lettre d'amour, c'est pas idiot. Peut-être. C'est une bonne idée. Donc, on va passer, je trouve ça terrible, à 5 jours pour... 5 jours de... 5 jours minimum pour délivrer une lettre. Et je trouve que vous savez déjà, les facteurs ne passent plus tous les jours, en tout cas chez moi, c'est le cas. Ils passent tous les 3 jours. Je pense que c'est dramatique, je pense que le courrier, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, alors, mais il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de courriers. Vous voyez bien, il y a des mails. C'est pas une raison. D'ailleurs, puisque c'est comme ça, je suggère à une entreprise de monter une entreprise de courrier spécial, privé. Mais absolument, pour délivrer les lettres. C'est pas vrai, le courrier c'est important, c'est fondamental. La Poste, pourquoi est-elle là? Enfin, je veux dire, on est obligé de payer une fortune. Pour vendre des DVD et... Je peux retirer de l'argent. On est obligé de payer très cher. Il faut que des chronopostes. Si vous envoyez quelque chose, ils ont créé des filiales qui coûtent infiniment plus cher et qui leur rapportent plus. Et ben moi, je trouve terrible. En plus, le facteur était quelque chose de merveilleux. Pourquoi est-ce qu'il faut aller supprimer ça? Dans les autres pays, aux États-Unis, ça marche très très bien, la Poste. Et donc, j'ai été outrée. Oui, vous êtes d'accord?
Parce que la Poste, vous en parlez dans votre livre. Oui, tout à fait. Le bureau de poste. Le bureau de poste, le sentiment d'abandon dans les communes rurales et pas que. C'est-à-dire qu'il y a une vision très extensive du service public. C'est un service au public. Le petit bar tabac, c'est un service public pour beaucoup de Français. Le distributeur automatique de billets pour lequel on fait 20 km aller-retour pour retirer de l'argent. Ce qui fait qu'au final, si on retire 50 € avec le coût de l'énergie et de l'essence, on a retiré 45 €. Donc les Français en parlent. Alors c'est vrai qu'il y avait eu une décision qui avait été prise par le gouvernement d'arrêter les aides pour la distribution du courrier en commune rurale qui a finalement été abandonnée. C'est vrai que c'est un lien symbolique très fort chez les Français, mais voilà, il y a des faits objectifs qui fait qu'on utilise de moins en moins le courrier. Moi, à titre personnel, je suis encore un des rares qui envoie des cartes postales quand je pars en vacances. Et ça me fait plaisir. Ah ben voilà, il y a 3, 4, 4. Non, pas lui. Toi, t'es trop jeune. Voilà. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que je comprends le coup de gueule de Sophie. Mais alors, je vais faire un coup de cœur. La Poste aussi a réussi à élargir sa gamme de services, a réussi à ne pas fermer trop de bureaux de poste, même si le projet d'il y a 20 ans, c'est-à-dire les points postes en commune rurale, ils ont été quasiment tous abandonnés, quoi. Alors, je vous lis ce que disent les auditeurs sont d'accord avec vous, et vous avez Camille qui nous dit, sans compter par exemple chez moi, le labo ne délivre plus les résultats par voie postale à cause de la suppression d'un type de timbre, et devinez, faut adhérer aux résultats sur le net ou se déplacer, bref. Marie nous dit, le prix du timbre est une honte, tout ça pour forcer la main au numérique. Et Stéphane nous dit, est-ce qu'on a encore un ministre des Postes? Il y avait effectivement. Il y avait Gérard Longuet qui était formidable. Ministre des PTT. Allez, on continue. Frédéric, vous vouliez nous faire un coup d'éclairage? Oui, c'est un anniversaire qu'on a tous en tête plus ou moins. 9 décembre, 9 juin. C'est 6 mois de la dissolution. Alors 6 mois déjà, il y a 6 mois, il y a eu un vote. Non, on l'avait pas tous en tête. Bah oui, je pense que Jean-Christophe me comprend. C'est votre vie. Non, c'est aussi le discours des Français. Alors, d'une part, c'est l'anniversaire de ce scrutin européen qui a été une bonne surprise. Les Français sont allés voter beaucoup plus que lors des scrutins européens précédents. Il y a eu des choses très intéressantes, mais ça a bien sûr été escamoté, les enseignements du vote, par cette décision du président de la République. Alors, vous l'aviez oublié, vous Valérie, mais moi ce qui me frappe, c'est que les Français n'ont pas oublié cette dissolution. Ils en parlent systématiquement quand on les interroge sur la vie du pays, sur le regard qu'ils portent à l'égard d'Emmanuel Macron, et c'est très clairement au cœur de la rupture que je qualifie presque d'absolue entre Emmanuel Macron, c'est peut-être lui qui appelle, et l'opinion publique. Moi je suis frappé de voir, et ça fait longtemps que à travers le baromètre IFOP-JDD, qui est le plus ancien baromètre de la 5e République, qui nous permet de comparer Michel Barnier et Emmanuel Macron avec Michel Debré et Charles de Gaulle, à quel point la décision de dissoudre a été incomprise, a été jugée irrationnelle, irréfléchie, avec des verbatims très très forts. C'est comme une roulette russe avec 6 balles dans le barillet, c'est un saut dans l'inconnu, et clairement ça a dissous l'image du président de la République, et pardon de le dire, la crise que l'on connaît, cette chambre introuvable qui fait que quand on recule un petit peu du rapport de force, on a 3 forces qui sont à 30 sièges ou 40 sièges près, qui fait que aujourd'hui ça paraît ingouvernable, et beaucoup commencent à se projeter sur le 25 septembre et 1er octobre prochain, puisque contrairement à ce qui a été dit, et je passe au vote contre Jean-Christophe, le président ne pourra pas dissoudre le 10 juin, c'est le 8 juillet au lendemain du second tour. Il ne va pas dissoudre le 10 parce qu'il enverrait les Français derrière aux urnes, si je puis dire, au mois d'août. Il y a de fortes chances, au risque, ça dépend de quel côté on se place, qu'il le fasse fin août et que nous votions le 25 septembre et le 1er octobre. En tout cas, c'est intéressant de voir. J'étais jeune chargé d'études en 97, très vite. L'acte de la dissolution du 21 avril de Jacques Chirac a été mis de côté par les Français. C'était une erreur. Jacques Chirac était un président cohabitant, redevenu populaire extrêmement vite. Jospin, très populaire pendant 5 ans ou presque. Là, ça reste l'acte lourd qui plombe Emmanuel Macron, qui n'en est seulement qu'à son mi-mandat. Son mi-mandat a commencé le 24 octobre. Mais qui l'assume totalement, quand vous l'avez écouté. Alors, il a fait un petit acte de contrition quand même lors de son intervention. Moi, je trouve l'acte de contrition, il dit qu'on n'avait pas compris. Frédéric, je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a un premier élément qui explique vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est un soir de soirée électorale, une élection dans laquelle on a une circonscription
circonscription parmi 27. Donc en plus, c'est pas une élection seulement française. Bien sûr. Et il vient, vous savez, c'est comme dans une vraie série qui pourrait être pas mal, c'est le méchant qui hack la télé. Vous savez, il est rentré, personne ne le savait. Mais personne, il n'y a pas une rédaction qui le savait. Il rentre comme ça dans votre télévision et il vient, il hack la télé. Vous savez, le méchant dans les séries télévisées, il fait ça. C'est un terroriste qui arrive et qui dit j'ai pris le contrôle de la ville. Non, mais c'est quand même ça. C'est quasiment un acte de ce type. C'est-à-dire que c'est tellement violent que ça a été ressenti exactement comme ça. Il suffit de regarder comment les autres acteurs politiques l'ont ressenti autour de lui. Donc ça, c'est le premier. Il est devenu le méchant. Et c'est un méchant pas symbolique, simplement. Il a pris le pouvoir à ce moment-là, de cette manière incroyable, sur ce qui est un bien commun. Vous parliez de la Poste tout à l'heure, c'est un bien commun quelque part qui reste. Et cette télévision, ce soir-là, ce soir d'élection, c'est important. Et puis, pourquoi 6 mois, c'est intéressant? Parce que depuis 6 mois, on gouverne plus. Depuis 6 mois, on gouverne plus, on prend plus de décisions avec les impacts sur l'économie, sur notre relation aux autres à l'international. 63 000 chômeurs en plus. Mais bien sûr, et puis des décisions qui ne se prennent pas, ainsi de suite. Donc on est dans un moment qui a été marqueur pour la totalité des Français dans leur vie intime, personnelle, mais aussi dans leur vie économique, et puis dans ce ressenti, je vous le dis, presque entre fiction et politique. C'est un peu comme tout à l'heure Dupond-Moretti qui va faire d'une sorte de spectacle avec la politique. Là, lui, il est rentré, c'est plus fort, le président de la République. Il est rentré dans nos vies directement par la télévision en disant... je vais vous donner la parole, c'est ce qu'il a dit l'autre fois, mais je le fais aujourd'hui, on repart pour une élection, et puis c'est à vous de choisir. Alors Alex, moi je suis pas d'accord, parce que je trouve que le président de la République, en fait, c'est le seul dénominateur commun qui nous reste depuis 6 mois. Bah oui. En réalité. C'est pas ce que disent les Français. Non mais peut-être, mais en tout cas, c'est pas ce que disent les Français, c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui se passe au quotidien. Et donc, par conséquent, il garde la... Je ne mettrai pas commun. Non mais quand je dis comment, c'est comment en français. C'est-à-dire que c'est la seule personnalité politique que les Français voient depuis le mois de juin. Vous avez eu les Jeux Olympiques. Mais avec quel effet? Peut-être qu'il est négatif, mais en tout cas, il a annoncé jeudi soir qu'il ne partirait pas, qu'il resterait jusqu'à la fin de son mandat. Ça, c'est réglé. Il l'a répété parce qu'il l'avait déjà dit. Mais donc ça, c'est réglé. Donc maintenant, c'est lui qui va décider du nouveau Premier ministre. Il a, d'une certaine manière, je suis désolé, récupéré la main. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que ça plaît aux Français. En tout cas, les institutions sont comme ça. Et moi, je trouve qu'ils vont sortir renforcés sans doute dans les mois qui viennent. C'est parce qu'on dit ça. Je veux dire trois choses. Frédéric Dabi. Premièrement, c'est d'abord une erreur, puisque son camp a perdu, a été sanctionné. Et n'oublions pas que comment pouvait-on imaginer, et je me permets de le dire que je l'ai dit le 8 juillet à Sud Radio, comment pouvait-on imaginer que 3 semaines après un vote très clair, les Français se déjugent? Et quand on regarde le score des européennes, le premier tour des législatives, même s'il y avait la gauche unie, on est sur un copier-coller. Il y a quasiment pas de différence. C'est le deuxième tour qui change. Deuxièmement, c'est le contraire de ce que vous dites. On connaît depuis le 7 juillet ce que j'ai appelé dans le monde l'éclipse du politique. Les Français se désintéressent à un niveau que je n'ai jamais vu. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Non, attendez. Mais Frédéric, c'est ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas si vous parlez pour lui. Les Français se désintéressent de la politique nationale. Et c'est un drame, parce que qu'est-ce que les Français attendent du politique à l'échelle nationale? C'est que les politiques règlent les problèmes, pèsent sur le cours des choses, changent la vie. Est-ce qu'on change la vie depuis 6 mois? Quand on interroge les Français, il y a quelques semaines, sur l'image de Michel Barnier, qui a une image excellente, à côté de ça, on demande et quid de son action, rien n'émerge. Et vous pensez que François Bayrou, qui est le nom qui revient le Cornu aussi beaucoup. Au contraire, ça, si je puis dire, plus que jamais, séparer les Français de la politique nationale. Et il y a une conséquence, on va dire positive pour les élus locaux, c'est que jamais la confiance vis-à-vis des élus locaux n'a été aussi forte, parce que la nature ayant rendu vide, les Français s'intéressent à leurs élus qui s'intéressent à eux. C'est l'anti-État même, c'est l'anti-État. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement l'idée qu'il a repris la main parce que c'est lui qui maintient un étiage politique et étatique minimum, mais il n'a en rien incarné l'homme d'État. Il est venu blaster finalement un moment électoral qui était important partagé, au moment où les gens commentent à peine les résultats, et là il s'impose pour remettre un coup d'élection par-dessus, au moment où on va fêter les Jeux Olympiques, on va voir l'été, et là on peut imaginer qu'en ce moment, effectivement, il n'est que celui qui finalement déstabilise encore l'édifice politique. Donc, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'économie. On se demande où on est, nous. Heureusement que la vie européenne, par exemple, la France continue, parce qu'elle continue, qu'à l'international, on a un peu pesé sur le Liban, mais c'est tout. Mais le reste, c'est la disparition du politique. Je suis tout à fait d'accord. Sophie, on se retrouve dans un instant. Tu vois, quand je suis sage, je coupe pas la parole. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Et allez, on continue, on va reparler politique. Sophie, vous pourrez intervenir sur le sujet, mais on a le coup de cœur de Jean-Christophe qui fait évidemment partie des sujets que je voulais aborder ce matin. Coup de cœur pour...
Évidemment, ça va faire plaisir à Alex parce que je vais parler du président de la République. Ce moment de samedi que j'ai trouvé merveilleux, mais qui était un moment qui racontait une histoire française, une histoire aussi européenne, une histoire plus globale, même plus universelle. Mondiale. Exactement. J'ai trouvé que pour le coup, on avait le temps qui s'arrêtait un petit peu, et que dans ce contexte où on est là à critiquer tout, où effectivement on est impacté par beaucoup de mauvaises nouvelles ou par rien, on disait qu'il n'y avait pas grand-chose, plus de politique, plus d'économie. Là, il y avait une dynamique quand même, c'est quelque chose qui a été un pari. Je pense que le président de la République, pour le coup, il a vite réagi. Il faut reconnaître à ce moment-là ce qui s'est passé. Il a été présent physiquement, il a été présent inlassablement, apparemment, semble-t-il, très concrètement dans cette affaire, en poussant au maximum, en allant cherchant l'argent où il pouvait la chercher partout, avec des acteurs solidaires, avec des artisans, avec des intervenants exceptionnels, et puis une communion générale. J'ai trouvé peu de gens qui ont critiqué. J'ai fait railler vendredi, je crois, avec 2 ou 3 personnes, mais qui venaient de partis politiques que je ne citerai pas, qui considéraient que c'était un événement catholique, qui était un événement mineur, qui ne servait à rien, et donc, mais qui dans la foulée m'ont dit que Noël aussi ne servait à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était à peu près ça. La réalité, c'est que j'ai trouvé que c'était cette communion française, et qui irradiait sur le reste, parce qu'il y avait évidemment Donald Trump, mais beaucoup d'autres acteurs internationaux. Le monde était là. C'était à la fois très doux et en même temps apaisant, et en même temps ça déclarait aussi l'idée qu'on peut avancer, que quelque part rien n'est exactement, rien n'est... Les pompiers, exactement, l'image magnifique des pompiers. que tout est possible. Moi j'aime bien ces moments-là où, si vous voulez, que ça faisait écho évidemment aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais de manière un peu différente encore. Alors il y a un petit bémol là-dedans, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de tristesse, c'est que pour le coup, moi qui suis catholique, j'ai trouvé que le message du pape était d'une platitude abyssal, si on peut dire. Je sais pas comment on peut dire comme ça. J'ai trouvé que c'était très faible. On avait l'impression qu'il en voulait à la France, au président de la République. D'ailleurs, il n'est pas venu. On peut comprendre en partie pourquoi, mais en réalité, son absence. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Oui, parce que je pense qu'il y avait un enjeu là aussi politique ou géopolitique qui n'est pas dit. Mais en même temps, je vois pas l'intérêt. C'est quand même la Notre-Dame de Paris. C'est pas simplement parisien, c'est pas simplement français. La plus connue du monde. Voilà, exactement. C'était une chance même, à mon avis, d'aller incarner quelque chose de fort. Après, tu vas nous le dire. Mais voilà, ce message était terriblement plat, et tu vas nous dire pourquoi, effectivement, il n'est pas venu. Alors, moi, je voudrais revenir 2 secondes sur le précédemment. On a dit que Macron était le seul personnage. Je suis un peu d'accord avec Alex. C'est pas qu'on le souhaite, mais ça reste le seul personnage. C'est important qu'on revienne là-dessus, du coup. Merci, Sophie. Oui, la seule colonne vertébrale. Non, mais c'est important. Cette dissolution. C'est le président. On est sur la 5e. C'est le président. Mais alors, je voudrais revenir. La deuxième chose aussi, c'est qu'on est en train de toucher le fond. Il fallait peut-être toucher le fond pour que cet État se transforme complètement. Il y a un moment, en France, il n'y a que les révolutions pour évoluer. Bon, ça, je voulais quand même le dire parce que c'est important. Alors, je réponds. Il y a plusieurs choses que je voulais dire. C'était magnifique, Notre-Dame. Je partage ce coup de cœur. C'était inimaginable. Moi, j'étais les larmes aux yeux. Le talent de la France, ce qu'ils ont fait là, c'était la grandeur de la France. Mais il faut quand même dire qu'on a un président de la République qui est capable du pire et du meilleur. Parce que je suis désolée, sans lui, je pense qu'on n'aurait pas eu les 5 ans. Il faut savoir que le centre de décision était dans l'aile de Madame, à l'Élysée, et ça je tiens à le dire pour tous les entrepreneurs, dès qu'il y avait un problème, il était résolu. On n'avait pas les autorisations, on n'avait pas besoin de la permission on n'avait pas besoin. Tout était effacé. Je pense que sans l'Élysée et sans ça, on mettait 3-4 ans de plus. Donc ça, c'est quand même aussi exaspérant. Au général Georges Lain, qui était quelqu'un d'assez exceptionnel et alors, pourquoi le pape? Je continue parce que vous avez dit tellement de choses. Le pape, il faut savoir quand même, et ça, j'ai trouvé ça insupportable, que le président d'ailleurs l'a fait. Son premier discours, elle n'était pas consacrée, la cathédrale encore, mais il a parlé dedans et il voulait parler dans la cathédrale. Et Rome ne voulait pas, parce qu'il y a des messes, il y a tout ce qu'on veut dans les cathédrales. C'était l'État qui prenait la parole. Et donc je crois qu'il y a eu des vraies frictions entre le Vatican et la France. Et on a un président, il n'y a rien à faire quand il veut un truc. Et il ira en Corse alors. Et voilà. Et quant au pape qui explique de quoi je me mêle, que j'espère que ce sera gratuit, dit-il à l'archevêque de Paris, comme si c'était l'archevêque de Paris décidé que ce monument historique. Surtout ce qu'il dit est faux quand il dit que
que la plupart des édifices religieux sont gratuits. Vous avez la Sagrada Familia. Mais évidemment. Là, elle est même très chère. Oui, elle est même très chère. Ce que je veux dire, le message du pape était horriblement décevant. Par contre, je trouve ça très bien. Mais souvent, dans beaucoup d'églises françaises, moi je ne suis pas catholique, mais j'aime énormément aller dans les églises. L'entrée est gratuite, mais quand vous allez dans les cryptes, vous avez un petit billet à donner. Voilà. Et en Italie, de même manière. Et quant à la laïcité, avec beaucoup de plaisir. Luc Ferry disait ce matin, il n'y a pas de culture sans religion. Et c'est pas faux. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu ce week-end, c'est la grandeur de la France et qui fait le grand écart avec l'état pitoyable politique dans lequel on est. Oui et non, il a fait un coup politique inouï. Il a fait un coup politique à l'Élysée avec son dîner. Mais c'est différent. Moi, j'ai été sincèrement bouleversé par ce que j'ai vu samedi. Bouleversé. Mais vraiment bouleversé. Il y a eu des millions de téléspectateurs. C'est un record d'audience. On peut qu'être fier d'être français quand on voit ça samedi soir. Et on peut qu'être fier d'être français quand on voit ce qu'on a fait en 6 mois. On parlait de la dissolution. Alors c'est incroyable. Et dans le même temps, vous avez des Jeux Olympiques qui sont sans doute les plus beaux Jeux Olympiques de tous les temps qui se sont déroulés à Paris, au niveau de la cérémonie d'ouverture, au niveau de l'organisation. J'ai préféré Notre-Dame à la cérémonie d'ouverture française. Et vous avez ça, effectivement, le génie français, vous l'avez dit, il faut lui reconnaître cela. Emmanuel Macron, moi, je vais vous dire franchement, je trouve qu'il est à côté de ses pompes depuis 2022, depuis qu'il a été réélu. Mais il faut quand même dire... Il a du génie aussi. Il faut quand même dire une chose, c'est que c'est lui qui a dit 5 ans, il explique pourquoi il a dit 5 ans, il a dit je vais voulu mettre une limite courte pour être sûr qu'on y arriverait. Et je trouve que ça aussi, c'est entrepreneurial. Et c'est formidable. Et donc, certains disent arrêtez de féliciter le président, c'est pas lui qui l'a fait. Quand même. Mais ce que dit Sophie est juste, c'est-à-dire qu'il a levé tous les barrages, tous les obstacles. C'est comme ceux qui disent que Bernard Arnault, il était au fond de l'église, il a donné 200 millions, ça représente 0,1% de ce qu'il gagne en un mois. Mais il l'a fait. Et c'est ça aussi qui est formidable, c'est que les Français se sont réunis autour d'un événement, autour d'une résurrection qui était importante, je pense, même symboliquement pour leur esprit. Pour reprendre ce qu'a dit Alex, je vous invite à regarder ou relire les vœux d'Emmanuel Macron du 31 décembre 2023. Il parle de l'année des fiertés françaises, c'est l'année du millésime français, et force est de constater, quand on regarde l'anniversaire de Villers-Cotterêts, l'anniversaire du 6 juin, les JO et d'autres, tout a été parfait. Malheureusement pour lui, en dehors de cela, sur un plan plus politique, ça a été une année. Il est capable du pire et du meilleur, je suis d'accord. C'est comme la langue des hommes. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Bon, je crois qu'on a à peu près dit ce qu'on devait dire sur Notre-Dame et on était. Vianney, extraordinaire. On peut peut-être écouter le Alléluia en français. Pardon ? Gustavo Dudamel. Très beau. Très beau, merci Valérie. Donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra. Voilà, c'était magnifique. Très beau. Moi, j'ai pas aimé. Vous n'avez pas aimé. Il en faut pour tous les goûts. Exactement. C'était assez varié. J'ai adoré Pharrell Williams. Gustavo Dudamel est un grand chef d'orchestre et il a joué le premier mouvement de la 5e de Beethoven. Oui, il y a eu beaucoup de critiques autour des orgues, de l'orgue de Notre-Dame, et apparemment les spécialistes disent que c'était tout à fait normal et que c'est le réveil de. D'ailleurs, il a expliqué lui-même. Tout le monde a moqué. C'est vrai que les orgues n'étaient pas faits pour jouer des standards entre guillemets de la musique classique ou de la musique religieuse. C'était très agressif. C'était un peu fort et agressif. C'était le retour de la vie. Absolument. La vie, c'est toujours un peu le retour à la vie, c'est jamais simple. Et un coup de cœur à BFM qui, je trouve, a fait une excellente couverture par rapport à France 2 qui était assez dans les choux. Enfin, c'est une opinion de BFM a fait une très bonne couverture et très bonne couverture de la Syrie aussi, où ils ont eu des très bons. Oui, on était les seuls à avoir un envoyé sur place. Très très bons intervenants. Non, c'est LCI qui avait des intervenants sur place puisqu'ils étaient à Raqqa et donc ils sont arrivés très très vite. Alors c'était bien aussi LCI. Effectivement, en Syrie. Donc on peut parler de la Syrie, de la chute de Bachar el-Assad, avec tout le monde qui se réjouit de la chute du tyran. Que l'ont-ils fait avant, Jean-Christophe Gallien? Moi je crois que tout le monde se réjouit de deux choses, effectivement. Alors ça, c'est les Syriens notamment de l'étranger qui sont partis, il y en a beaucoup.
Il y a ceux qui étaient en Turquie, il y a ceux qui étaient au Liban, il y a ceux qui sont en France, ils se manifestaient hier place de la République. Effectivement, c'est un moment particulier. C'est lui, c'est son père, c'est une dynastie, c'est un régime en bout de course depuis maintenant un certain nombre d'années, qui avait quand même, rappelons-le, envoyé des armes chimiques sur sa propre population à un moment donné, soutenu par 2 acteurs géopolitiques globaux et régionaux principaux. Et ça, c'est un acte aussi qui change un peu la donne pour l'instant géopolitique régionale, ce qui n'est pas tout à fait innocent. En gros, vous aviez Iran et Russie qui étaient les derniers soutiens de Bachar al-Assad. Là, même le Hezbollah qui aurait pu à un moment donné soutenir a eu peur de le faire, parce qu'ils avaient peur des représailles. Il faut se rappeler quand même que cette intervention de cette association de groupes dits terroristes s'est faite le lendemain de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah sur le Liban. Donc il y a une concomitance quand même qui n'est pas, à mon avis, que fortuite. Et donc on a quelque chose qui est en train de se jouer, qui prédit avec l'intervention très forte de la Turquie, rappelons-le, qui est dans l'eau, alors qu'il y avait des liens qui étaient assez importants ces derniers temps. Donc il se passe quelque chose dans la zone, très au-delà de ce qui se passe en Syrie. C'est-à-dire qu'en réalité, la Syrie, c'est un moment, on va voir ce que ces gens qui se disent très nationalistes et pas du tout religieux, c'est-à-dire qu'en gros ils l'ont fait dans un état d'esprit national et reprise en main d'un pays. Si c'est ça, ça propose effectivement ensuite un jeu important sur le plan régional et plus largement, parce que ça implique la Russie, quelque chose qui peut même, entre la Russie et l'Iran, être un moment particulier pour d'autres situations internationales. Je vais peut-être rassurer certains auditeurs, je n'y comprends rien. Et quand je dis que j'y comprends rien, ça m'intéresse beaucoup. J'ai écouté, je ne suis pas complètement idiote, mais ce que je veux dire, c'est que y a de telles influences de tous les côtés, de tous les pays. Ce que j'ai vraiment retenu, c'est que, et ça, ce qui m'a fait particulièrement plaisir, au-delà de la délivrance du peuple et des prisons, c'est que la Russie n'avait plus les moyens d'avoir réagi. Donc ça veut dire que la Russie militairement s'affaiblit complètement. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, que va-t-il se passer? On se réjouit de cette libération. Le nouveau président, on ne sait pas. Moi je ne connais pas les islamismes modérés, je ne sais pas ce que c'est. Donc enfin, c'est horriblement compliqué et je crois que je ne sais pas ce qu'on peut prédire. Réécoutez ce matin la formidable interview de Jean-Jacques Bourdin qui recevait Maya Kadra, qui expliquait, alors elle y voit la main des Américains. Elle voit la main des Américains. Oui, il y a la Turquie qui a entraîné, armé, etc. Mais elle voit l'ombre de... Alors Alex. Moi, juste une chose, je ne sais pas de qui est la main, qui a fait quoi, qui, comment, pourquoi. Ce qui est certain, c'est que quand même, il faut ouvrir les yeux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Israël a gagné la guerre, d'une certaine manière. Merci de le dire, Non mais c'est important parce que ça veut dire que l'Iran, le Hezbollah ne peut plus réagir, la Syrie n'a rien pu faire. Alex, tu peux le dire, de peur. Non, mais de peur et de manque de moyens. Tous les chefs terroristes ont été, d'une certaine manière, décapités. Et moi, si j'étais le chef iranien, j'aurais un petit peu peur dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Parce qu'on a vraiment le sentiment aujourd'hui que cet axe du mal, entre guillemets, cet axe qui se bat contre l'Occident, a perdu. Et d'ailleurs, vous voyez qu'hier et dans la nuit, les Israéliens et les Américains ont continué à taper sur la frontière syrano-israélienne, notamment au Golan, dans le nord d'Israël et au sud de la Syrie, et que d'une certaine manière, il n'y a pas eu de réaction. Ni de la part de l'Iran, ni de la part du Hezbollah. Le Hezbollah ne réagit plus du tout. Donc, oui, il se passe quelque chose, mais à mon avis, c'est un peu trop tôt pour dire qui a agi, comment, est-ce qu'ils en ont profité. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les moyens militaires du Hezbollah, les moyens militaires de l'Iran, et d'une certaine manière, la force de persuasion et de travail des Russes est touchée totalement. Et donc, les semaines qui vont arriver vont être décisives. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la suite, sur les Syriens et sur les gens qui ont pris le pouvoir, moi je me réjouirais un petit peu moins quand même, parce que Abou Mohamed Al-Joulani qui veut plus qu'on l'appelle Al-Joulani, qui était quand même son nom de guerre, et qui a quand même changé de nom là depuis 3 jours, qui se met en costume, qui donne une interview à CNN, qui est pragmatique, faut l'avouer, il est pragmatique. Mais moi je me rappelle quand les talibans ont pris le pouvoir, ont repris le pouvoir il y a quelques années, avec ces Afghans qui partaient dans tous les sens, ils voulaient parler à l'Occident et ils se comportaient plutôt pas trop mal. On voit ce qui se passe ces dernières semaines
en Afghanistan. Moi, ça me fait un peu peur. Non, mais ça rappelle effectivement la chute de nombreux régimes où tout le monde s'est réjoui et on a vu ce qui s'est passé après. Donc, oui, enfin, il y a un petit retour des Syriens quand même là, de l'étranger, pas seulement. Il y a la proximité de ceux qui étaient au Liban et en Syrie, mais qui sont quand même. Alors après, pour l'instant, ils se réjouissent. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans ce que vous disiez, il y a une concomitance de dates. Je vous le dis, c'est pas tout à fait hasardeux. Qu'effectivement, ça bénéficie aujourd'hui Israël, mais c'est l'acteur majeur de ce qui se passe en ce moment. Et ça ne peut pas se faire si on est Erdogan sans information aux Américains. Je vous dis, l'OTAN est important. C'est contre, effectivement, l'intérêt russe qui ne peut plus passer, par exemple, il y a très concrètement, on va voir ce qui va se passer avec la base navale, qui est la seule base navale russe en Méditerranée qui se trouve là-bas, et qui, aujourd'hui, ne peut même plus communiquer avec celles qui sont en mer Noire, parce que le détroit qui passe l'accès entre la mer Noire et la Méditerranée est contrôlé par les Turcs, et c'est impossible de repasser. Donc ils peuvent même plus, ils sont obligés de repartir jusqu'à la mer Baltique de l'autre côté. C'est une base perdue quasiment, c'est donc une vraie défaite. Et de l'autre côté, vous avez en ce moment très concrètement, entre l'Irak et la Syrie, les points d'accès, les points de contrôle sont contrôlés par les Américains et les Kurdes, qui risquent d'être un petit peu les dindons de la farce quelque part. Donc aujourd'hui, il y a un encerclement total de ce pays qui est fait, ce qui dit bien effectivement que, à défaut d'être dirigé par les services américains ou l'armée américaine, en tout cas, il y a une grande, sinon collaboration, en tout cas un soutien fort de ce qui s'est passé. Et c'est un acte géopolitique régional majeur. C'est-à-dire que ça marque l'Iran en difficulté, et plus global, la Russie en difficulté, dans un contexte où tout le monde essaie en ce moment de prendre des positions. Et Israël, quelque part, a effectivement la main prochainement pour... sinon, alors qu'est-ce qu'il faut en penser, parce qu'Israël, c'est compliqué, Israël. Frédéric, déjà sur ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, j'entends ce que Sophie dit, on n'y comprend rien, c'est un peu compliqué, mais je suis frappé de voir à quel point les Français désormais s'intéressent aux questions internationales. Il y a un vrai changement. Il y a une quinzaine d'années, ça intéressait des marges d'opinion publique, les personnes âgées, les personnes très diplômées, les professeurs intellectuels supérieurs. Maintenant, les Français ont conscience que ce qui se passe en Syrie ou ailleurs aura des conséquences sur la France, bien évidemment. C'est la mondialisation. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est vrai, c'est la chute d'une dictature de 55 ans. La prise de pouvoir par Hafez el-Assad, c'est 1970. Quelqu'un de très dur, qui a caché le nazi Alois Brunner, qui a rasé en 1982 la ville d'Hama, entre 20 000 et 40 000 morts. Qui a gazé ses populations. Qui a gazé ses populations. Là, c'était plus Bachar. C'est vrai qu'il y a eu une vraie réale politique. Jacques Chirac est allé aux obsèques d'Hafez el-Assad pour parler à Bachar. Bachar el-Assad est venu en visite officielle en 2008. En 2001 sous Jacques Chirac. En 2008 avec Nicolas Sarkozy. Et moi, je vais rendre un hommage. C'est pas mon rôle, mais en 2013. Lorsqu'il y a le gazage d'une partie des populations syriennes, Barack Obama et François Hollande veulent intervenir en Syrie. Dans les enquêtes de popularité, François Hollande, c'est le moment où il s'effondre. Le ras-le-bol fiscal et également très fortement la Syrie, on n'a rien à y faire. Franchement, François Hollande avait peut-être eu le nez creux, parce que s'il y avait une intervention en 2013, n'aurait-on pas évité les drames que le pays a connus ici? Pourquoi il n'est pas intervenu? Parce que Barack Obama c'est dégonflé, si je puis me permettre d'être un petit peu. Voilà. Et puis, en 2001, il y a une fameuse image où Jean-Luc Mélenchon, tout engoncé, accueille Bachar el-Assad à sa descente de l'avion. Et c'est vrai que à plusieurs reprises, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, de vidéos, une émission avec Léa Salamé, où Jean-Luc Mélenchon défend à minima Bachar el-Assad, approuve les bombardements russes, pas seulement contre les islamistes, mais contre les civils. Et c'est vrai que voir depuis hier les mêmes tweets avec les mêmes éléments de langage de beaucoup de leaders insoumis fait à minima sourire. Oui, ça fait sourire. C'est des résistants du 23-44, comme on les connaît. Dont Rima Hassan, effectivement. Qui est syrienne, Rima Hassan. Alors, il y a une question qui a été soulevée, et c'est important. Israël a gagné la guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très compliqué. Alors, je ne sais pas s'ils ont gagné la guerre. Non, mais c'est parce que c'est ce que vous avez dit. Mais je partage ce point de vue. Israël a fait le sale boulot quelque part aussi. Il continue à le faire. Mais il continue à le faire. Alors, il y a une telle... alors justement, d'ailleurs, en particulier en France de LFI, il y a une telle détestation d'Israël avec ce regain d'antisémitisme scandaleux et honteux. Et c'est quand même terrible de ne pas reconnaître que même si on peut déplorer être effondré par l'état de la bande de Gaza, je veux dire, ils ont fait un boulot invraisemblable avec quand même un courage incroyable.
Oui, maintenant il va falloir. Je suis pas un expert. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Non, mais ils vont continuer à se défendre. Alors tout le monde va vous dire, ils vont attaquer librement. Ils vont continuer à se défendre dans les mois, dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire que. Alors contre qui maintenant? Justement, c'est pas le jeu est redessiné puisque le Hezbollah a priori, lui ne peut plus réagir, ne peut plus intervenir. Les Syriens, on ne sait pas par qui ils vont être dirigés, on ne sait pas comment va se redessiner. C'est pour ça que j'y comprends rien. N'est pas comme mise à mal. Je suis pas spécialiste, mais le Hezbollah encore une fois. Le Hezbollah n'est pas mis à mal, mais n'empêche que le Hezbollah réagit plus. Non, mais le Hezbollah, il est surtout aujourd'hui, il a migré là où il faisait son trésor de guerre, et l'argent vient d'Afrique de l'Ouest. Une grande partie des contrôles de certains ports d'Afrique de l'Ouest, avec les entrées de matières venues de Colombie, de Venezuela, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire, et qui ensuite remontent via d'autres routes à travers le Maroc et l'Algérie, vient jusque chez nous en France et en Europe. Donc c'est des matières substances, on va dire ça comme ça pour pas dire autre chose. Donc le Hezbollah, il gagne sa vie là-dessus. La drogue, bien sûr. C'est comme la Syrie, Jean-Christophe. La Syrie, c'est Carthagon. Non, mais c'est pour ça que le Hezbollah est toujours très présent dans l'Ouest africain, et notamment avec des connexions aujourd'hui dans d'autres États du Sahel, par exemple, où ils essaient de rebâtir des capacités militaires, par exemple. Donc c'est pas tout à fait fini, on est bien d'accord. Mais dans la zone, c'est par contre un acte géopolitique central. Et quand vous dites oui Israël, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la Turquie a pris sa liberté, mais c'est une liberté à mon avis qu'ils n'ont pas pu prendre tout seuls. C'est pour ça que Israël et les Américains ont donné écho à cette affaire, qui les arrange. Maintenant, ce qui va se passer en Syrie, effectivement, est-ce que c'est quelqu'un qui vient de cet islam, parce que c'était quand même Al-Qaïda, ou en tout cas Al-Nosra, c'était en gros quelqu'un qui était, voyez. Et donc Derker, aujourd'hui, on est dans un... Bon, ils sont quand même sous surveillance, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont d'ailleurs, on va bien voir, de surveillance des Turcs, des Israéliens et des Américains. Des Israéliens et beaucoup. Des Kurdes, si jamais, parce que les Turcs veulent avoir, évidemment, les Kurdes avaient repris. Et donc, on est dans quelque chose qui est intéressant, parce que ça coupe la route entre l'Iran et la Méditerranée, ce qui est quand même un point essentiel. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. Et c'est un point essentiel même pour certains types de trafic. Ça fragilise la position aujourd'hui. Et oui, des autorités iraniennes qui aujourd'hui sont face à une démonstration de la faiblesse. C'est pas une très bonne nouvelle pour Vladimir Poutine, parce que même s'il va faire valoir ses points de force en ce moment en Ukraine, là il montre un état de faiblesse, en tout cas un abandon d'un des leaders qui est important. Et ils ont une base méditerranéenne qui est pour eux essentielle. Mais je pense qu'ils avaient du mal même aujourd'hui à l'alimenter, à la faire. Alors, il y a l'influence que ça pour la drogue. Il y a une pause. Quelle influence? C'est la pub. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on va parler, je sais que André Berkoff va revenir très longuement sur l'avenir de la Syrie, sujet qu'il connaît bien. Nous, on va parler quand même aussi de la situation en France, puisque Notre-Dame, la chute de Bachar el-Assad a un petit peu éclipsé la situation politique. La France toujours sans Premier ministre. Emmanuel Macron ce matin a repris ses consultations. Visiblement, dans les rumeurs, on a un François Bayrou, ou éventuellement le Cornu, mais ça a plutôt l'air d'être François Bayrou qui tient la corde, et un Laurent Wauquiez qui était visiblement à la manœuvre pour que Retailleau ne fasse pas partie du gouvernement. Ce matin, grande interview dans le Figaro. Il a tout changé, il a changé d'avis, tout va bien. On a parlé tout à l'heure des sujets internationaux qui intéressent les Français. La politique française ne les intéresse pas. Non, c'est pas de la politique française, c'est du jeu politicien. Ça ne concerne pas les Français. Les politiques ne parlent pas aux Français. C'est la guerre des égaux. Ils se parlent entre eux, ce qui est très bien. Ils préparent les choses. Mais c'est vrai que déjà, il y a une question de timing. Il avait été dit que le président annoncerait le Premier ministre peut-être jeudi soir. Il l'a pas fait. Puis il y a eu ce week-end. Là, il pouvait puis pas. Ça devait être aujourd'hui. C'est peut-être demain. Voilà. On sait que ça glisse souvent. Maintenant, voilà, quand j'ai parlé d'éclipse du politique pour les Français depuis le 7 juillet, ils sont habitués entre les vacances, les Jeux Olympiques, la très longue nomination du gouvernement Barnier, entre la nomination Barnier et le gouvernement, à ne plus voir les politiques à l'échelle nationale. Ça n'empêche pas des inquiétudes sur toute une série de sujets. Voilà, pour l'instant... Les gens sont sur une logique de résultat, pas sur une logique de casting. Alors maintenant, si c'est François Bayrou, il a une popularité qui est assez satisfaisante dans le baromètre IFOP Fiducial pour Match et Sud Radio. Il sautera au même moment. La seule personnalité qui a peut-être marqué, je rebondis sur ce qu'a dit Alex tout à l'heure, c'est Bruno Retailleau. Retailleau, sur les 3 mois, il a créé quelque chose en termes de... Et il faut le laisser là où il est. Il faut surtout pas mettre Premier ministre. C'est pas à moi de... Je peux pas répondre à ça, mais c'est vrai que moi, l'IFOP pose pas ce type de questions. On ne demande pas si les présidents doivent démissionner, si les ministres doivent partir. C'est pas notre job. D'autres le font malheureusement parmi mes confrères, et c'est quelque chose qui me choque terriblement. Mais en tout cas, il y a un vrai moment Retailleau chez une partie des Français. C'est vrai.
Ouais. Oui. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un vrai moment Retailleau. Est-ce qu'il y a un vrai moment Bayrou? Je sais pas. Je suis pas sûr de ça. Par contre, honnêtement, je trouve que François Bayrou, il n'est pas celui que les Français veulent vraiment voir en Premier ministre. C'est du en même temps qui revient. C'est un peu même l'ancien monde qui revient, je trouve. Mais bon, après, ce sera le choix du président de la République. Il faudra voir. Le choix contraint. Enfin, il n'est pas. Non, mais vous savez, moi j'ai une théorie. Moi, j'ai une théorie sur pourquoi François Bayrou tiendrait la corde. Il faut éviter une censure. Une deuxième censure. Oui, bien sûr. Okay, et je pense que François Bayrou, par son expérience ces dernières années, sur le procès qu'il a eu, sur les assistants parlementaires européens, c'est une expérience qu'il a eue en commun avec Marine Le Pen. Et je pense que Marine Le Pen a dû échanger avec François Bayrou ces derniers mois ou ces dernières années pour partager cette mauvaise expérience selon l'un et selon l'autre, et qui se sont rapprochés. Voilà. Donc, et puis François Bayrou pourra aussi donner des gages de confiance. Il a tellement envie de ce poste, François Bayrou, à mon avis, qu'il est capable de nommer n'importe qui au poste de ministre. Vous vous rendez compte où on en est? Mais moi, je vous fais une analyse. Je suis d'accord avec vous. Mais même dans l'analyse, je veux dire, où est l'intérêt de la France dans tout ça? Je suis d'accord avec vous. On est en train de se dire comment on va trouver un Premier ministre qui ne sera pas censuré. Jean-Christophe Gallien, moi, pourquoi je miserais sur François Bayrou? Parce que je pense qu'il ne vient pas tout seul. Il a une valise qu'il a transportée depuis toujours, une valise électorale. Cette valise électorale, c'est un mode de scrutin et c'est ce qui va faire la décision. Voilà. Ce qui est en train en fait de décomposer la NFP aujourd'hui, c'est qu'il va arriver avec la proportionnelle. Ce qui à mon avis n'est pas une très bonne nouvelle pour ce pays, mais en même temps voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont faire ça parce que pour les petits partis qui sont à l'œuvre aujourd'hui, rappelons-nous qu'il y a 13 groupes à l'Assemblée nationale, c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'en gros, quand vous êtes PS, cette fois-ci, vous sortez de la vassalisation LFI, vous avez plus besoin d'eux parce que vous aurez la proportionnelle à la prochaine législative, alors peut-être au mois de septembre, elle sera là. Et je pense que c'est ça qui constitue l'argument majeur de François Bayrou. C'est pas François Bayrou tout seul, c'est François Bayrou plus la proportionnelle puisqu'il incarne ça. Et même auprès du RN qui croit encore, à mon étonnement stupéfait, que la proportionnelle c'est un mode de scrutin pour eux, alors qu'ils sont devenus un gros parti, un énorme parti qui lui a tout à perdre avec la proportionnelle, alors que s'il avait un scrutin majoritaire, voire qu'à la britannique, il aurait un énorme levier. Donc, il se trompe, 2, il a la proportionnelle pour tous les autres partis, et il aura la paix. Il aura la paix au moins pendant un certain temps parce que ça va être le sujet principal qui va permettre de sortir surtout le PS de l'emprise de LFI. Alors, moi je pense une chose, tant qu'on va continuer à dire que le RN c'est des extrémistes épouvantables au même niveau que LFI, on n'en sortira pas. Est-ce que quelqu'un va accepter de gouverner ou d'écouter ou de considérer que le RN est un parti entre guillemets normal? Et je ne suis pas RN. De personnes qui ont voté pour. Bien sûr. Et je ne suis pas RN, mais c'est inadmissible. On a déjà truqué les élections parce qu'à mon avis c'était une manipulation. Non, ce qui est à votre fort, je reviens. Les fronts, il faut arrêter les fronts. Oui, mais c'est une stratégie électorale. C'est pas truqué. C'est pas du trucage. Alors laisse-moi finir. Truquer est un mauvais mot. Je retire ce que j'ai dit. Il y a des complotistes. Non, mais il n'y a pas de complotistes du tout. Je dis simplement que cette stratégie des fronts a été dramatique et à ceux qui nous donnent des leçons, qui ne veulent pas parler au RN, ont été élus grâce aux voix de LFI. Tant que ça va pas s'arrêter, on n'y arrivera jamais. Donc il faut que le prochain Premier ministre décide de gouverner avec le RN. Ouais, avec le RN, c'est-à-dire avec des ministres RN dans le gouvernement? Ça, je sais pas. Parce que c'est ça, jamais, mais non, mais pas forcément avec. D'ailleurs, ils veulent même pas être Premier ministre. Je pense que demain, tu leur proposes un poste d'alternative. Ceux qu'on n'a jamais essayé. Oui, mais alors. La virginité de gouvernement est l'argument principal aujourd'hui du RN. Mais je vous le dis, l'erreur qu'ils commettent, c'est la proportionnelle qui va faire que d'ailleurs, n'importe quelle chambre à l'Assemblée nationale, ils n'auront jamais la capacité de gouverner seuls. Ouais. Et donc ça, c'est une erreur fondamentale. Je ne comprends même pas qu'ils aient aujourd'hui encore cet état d'esprit. Et ils vont le faire. C'est-à-dire que je vous le dis, la proportionnelle sera l'argument au milieu de la table pour dire on y va tous. Et le ministre Kasbarian qui a proposé qu'on ouvre au PS et au RN. Oui. Au RN. Mais Kasbarian, juste une chose sur François Bayrou. Il faut quand même prendre. Il faut virer LFI. Non, mais il faut quand même prendre son temps sur François Bayrou parce que souvent, vous savez, les noms qu'on donne avec répétition, mais c'est pour ceux qui arrivent. Moi, je serais curieux de voir ce qu'il arrive vraiment à nommer un Premier ministre demain. Quand on connaît Emmanuel Macron, il devait le nommer. C'est demain la date? Il a dit mardi, avant mardi soir. Donc quand on voit qu'il avait dit qu'il nommerait un Premier ministre avant Notre-Dame, bon bah là, voilà, ça va être compliqué. Il va consulter. Emmanuel Macron n'est pas au bout de nos surprises. Il peut vous sortir un nom auquel vous n'aviez pas du tout pensé. Ce matin, il y avait, j'ai un trou de mémoire, celle qui devait être la revanche de Catherine Vautrin. Moi, honnêtement, Catherine Vautrin, c'est une femme. C'est une femme, c'est bien. En fait, il faut savoir une chose, c'est que François Bayrou aujourd'hui, il est détesté par Nicolas Sarkozy.
Ça, c'est de notoriété publique. Et donc, mais que pèse si demain François Bayrou est nommé, c'est qu'il y a quand même un divorce entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy qui se parlent très régulièrement. Et Wauquiez, Nicolas Sarkozy, il pense quoi, Wauquiez Wauquiez, je pense qu'il est hors jeu. Mais Nicolas Sarkozy, il avait plaidé pour Catherine Vautrin en 2022, rappelez-vous. Et c'était finalement Elisabeth Borne qui avait été choisie au dernier moment. Catherine Vautrin, elle est rentrée dans un gouvernement bien plus tard. Il faut dire que là, je ne vais pas dire qu'elle imprime auprès du grand public, c'est pas vrai, mais en tout cas, elle met une marque de fabrique réellement sur le gouvernement. Elle est passée de poste en poste et elle semble pas, elle, sortir comme Rachida Dati, comme Bruno Retailleau, qui sont des ministres de droite et qui ont une certaine acquaintance avec Nicolas Sarkozy. Il ne semble pas être parti pour sortir demain d'un gouvernement, peu importe le Premier ministre qui existera. Donc moi, François Bayrou, je dis c'est possible, mais je suis pas si certain que ça, franchement. Ouais. Bon. On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que les Français sont très indifférents à ça. Je suis d'accord. Et que ça ne changera rien dans leur vie. C'est ça, tout ça. C'est ça. L'élu local. Oui, enfin les entrepreneurs, excusez-moi, les entreprises. Alors nous, on n'en peut plus de ça. Oui, mais laissez finir. Je disais que l'élu local, par la moindre de ses décisions, parvient à changer la vie, parvient à matérialiser la promesse du politique. Le drame, c'est que les élus nationaux, et je parlais tout à l'heure du bilan avec aucune mesure mémorisée prise par Michel Barnier, ça crée une vraie indifférence. Et c'est vrai que les entrepreneurs aussi, d'une autre manière, sont des acteurs pas comme les Français. Crédités, qui ont une très forte confiance de la part des Français et des salariés, parce qu'eux aussi, par leurs décisions, ils contribuent à changer la vie. Frédéric Barnier, c'est parce qu'une grosse partie de son action était quand même intégrée dans le projet de budget. C'est-à-dire que finalement, son action allait démarrer à partir du moment où il y avait un nouveau budget. 4% des Français qui ont parlé spontanément. Les taxis ont râlé, par exemple sur le sanitaire, les laboratoires pharmaceutiques sur les remboursements. Et je rejoins Sophie sur les entreprises qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Non, mais vraiment, c'est plus supportable. Et d'ailleurs, moi, je lance un appel. Il faut renverser la vapeur. Les entrepreneurs doivent dire aux politiques quoi faire sur la simplification, sur un nombre de choses incroyables. On va quand même pas avoir indéfiniment la compétence économique qui nous dirige. Il faut vraiment écouter les entrepreneurs. Elle reviendra des craintes. Les entrepreneurs et les entrepreneurs et les entrepreneurs. Vous avez abordé par André Berkoff. Allez, à suivre dans un instant. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.